Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Trends Bourse. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors cette semaine, nous nous intéressons aux prévisions de croissance de la BCE, des prévisions revues à la baisse. Est-ce que cela va impacter le calendrier de la baisse des taux ? Nous tenterons d'y répondre dans un instant. Dans l'actualité des marchés, nous pointerons également les résultats de DEME et de D'Ieteren. Leurs actions sont-elles dignes de nos portefeuilles ? Guy Legrand vous donne son avis dans ce podcast. Mais commençons, Guy, par cette Banque Centrale Européenne. Donc, la semaine dernière, Christine Lagarde annonce une révision de ses prévisions de croissance à la baisse. Et par la même occasion, elle annonce également des prévisions d'inflation sensiblement à la baisse également. Je suppose, Guy, quand même, que c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Mais c'est une fort bonne nouvelle, aussi vrai que l'évolution des bourses dépend très largement du niveau des taux d'intérêt, de l'évolution des taux d'intérêt. Donc, premier point, la croissance est revue à la baisse de 0,8 à 0,6%. Ce n'est pas mirobolant, pour employer un mot que j'aime bien. Bon, c'est quand même un quart de moins. On reste dans l'infinitésimal, mais encore plus bas. Mais alors, l'inflation, alors là, la révision à la baisse est vraiment sensible, de 2,7 à 2,3%. Ça, c'est une très bonne nouvelle, en effet, parce que on sait bien que depuis déjà maintenant un an, les marchés guettent les interventions, les décisions des banques centrales en fonction de l'inflation. Ça voudrait dire que la BCE pourrait abaisser ses taux assez prochainement et non pas au mois de juin, comme beaucoup étaient tentés de le penser ces dernières semaines. Ça voudrait dire une baisse des taux avant les Américains ? Mais ce serait avant les Américains, en effet. Alors, on se souvient que ce scénario, pour ceux qui auraient raté certains épisodes de ce long feuilleton, rappelons on jugeait naguère la BCE très rigide, donc elle ne va rien faire avant longtemps, alors que la Fed américaine risque de être ça. Et puis on s'est dit, mais attendez, non, c'est pas possible, ça, parce que la Fed se montre beaucoup plus rigide finalement, parce que l'inflation est très résiliente aux États-Unis, donc ils seront peut-être à égalité, ce sera peut-être seulement en automne, non, peut-être en juin. En fait, il faut savoir que beaucoup d'économistes avaient averti, attention, l'inflation en Europe dépend aujourd'hui non plus du gaz et du pétrole tellement, mais surtout des salaires. Il y a une compensation salariale exigée par les travailleurs, comme on dit, après une forte période d'inflation. Alors, peut-être que la BCE va attendre les négociations salariales importantes du printemps, mai et juin, avant de se décider. C'était ce qui prévalait comme opinion ces dernières semaines. Et cette opinion vient de changer, en partie en tout cas. Il y a tout à coup pas mal de gens qui maintenant estiment que la BCE pourrait abaisser ses taux dans les prochaines semaines au sens large, mais donc bien avant le mois de juin. C'est forcément tout bon pour les marchés, puisque les taux d'intérêt guident les marchés, même si ce sont les taux à long terme qui les guident et pas les taux à court terme, mais ces derniers influencent sur les premiers inévitablement. On a eu quelques exemples quand même flagrants de cette dépendance des taux et des marchés. Mais c'est la grande leçon de l'année passée, en fait. La leçon de 2022, c'est qu'une hausse des taux était une catastrophe, crash des actions, crash des obligations. Mais alors, l'année passée, donc en 2023, il y a eu pas mal d'évolutions dans les taux et la bourse a suivi. Bon, deux exemples. On était à 3% à peu près jusqu'au printemps. Et puis tout à coup, en automne, les taux d'intérêt ont flambé à 3,6%. Bon, ça fait 20% de plus en termes relatifs. Réaction de la bourse, prenons le Belvin pour témoin, moins 14%. Bon, c'est pas mal, si je puis dire, moins 14%. Et puis les taux, tout à coup, refluent énormément, 2,5%. 3,6, 2,5, c'est énorme comme différence. C'est le rallye de fin d'année en bourse, fameusement. Le Belvin prend 15%. Donc le lien est très fort entre les deux. Autant les bénéfices des entreprises sont la principale raison de leur évolution, de l'évolution d'une action individuelle, autant globalement et historiquement, sur longue période, le déterminant de l'allure de la bourse, c'est l'évolution des taux d'intérêt à long terme. Alors, vous l'évoquez, le bénéfice des entreprises. On va justement revenir sur les résultats de DEME qui ont été publiés. De bons résultats. Ah oui, franchement, de fort bons résultats.
Le chiffre d'affaires a grimpé de 24% à 3,3 milliards. Le cash flow d'exploitation de 26%. Ça signifie une petite amélioration de la marge, petite seulement en fait, c'est pas énorme. Le bénéfice net, plus 44% et dividende, plus 40%. Dividende plus 40%, ça peut paraître remarquable. Le dividende de DEME, comme de CFE avant lui, a toujours été très faible. On sera à 2,10 € par rapport à une action qui vaut 140 €. 2,10 € brut, c'était évidemment négligeable. C'est pas pour son rendement qu'on achète DEME. Je terminerai par souligner que en annonçant ces résultats, la direction s'est montrée optimiste pour 2024. Et on sait que quand la direction ose se montrer optimiste, c'est qu'elle a de bonnes raisons et ça a beaucoup d'influence sur les marchés. Alors pour vraiment savoir de quoi on parle, pour ceux qui peut-être l'ignorent, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que DEME fait concrètement? DEME est un des géants, osons dire, mondiaux du dragage. Tout comme De Kloot, en Belgique aussi, tout comme Boskalis aux Pays-Bas. DEME n'est entré en bourse qu'en 2022. C'était auparavant la filiale, on va dire, la gigantesque filiale du groupe de construction CFE. L'action CFE, cotée à Bruxelles de très longue date, n'était achetée pour l'essentiel que en raison de DEME, le dragueur. Le dragage, et j'ajoute que Boskalis a longtemps été le témoin. Pour savoir comment ça se passait chez DEME, chez CFE DEME, on allait voir les résultats de Boskalis, qui était coté en bourse de très longue date. Donc, le dragage, en 2 mots, c'est bien sûr approfondir, par exemple, un chenal menant à un port. DEME fait ça régulièrement aux 4 coins du monde. C'est aussi draguer pour construire des îles artificielles. C'est un autre volet du dragage, je dirais, classique. Et alors, l'activité relativement nouvelle qui est en plein développement chez DEME, c'est l'offshore énergie, c'est-à-dire construction d'îles ou de plateformes pour les éoliennes en mer. C'est une activité qui a grimpé de 57% l'an dernier. C'est fabuleux. Et dans le même ordre d'idée, remarquons aussi que l'Amérique, qui était un marché très fermé dans le temps, s'est ouvert. L'activité y a enregistré un bond de 379% l'an dernier. On partait d'assez bas. Enfin, n'empêche, c'était 2% du chiffre d'affaires du groupe en 21. C'est 18% 2 ans plus tard. C'est un très joli bond. Et là, il y a vraiment de belles promesses pour l'avenir. C'est ce que j'allais vous demander, parce que le cours est quand même tombé très très bas l'année dernière. Il y a eu un redressement, certes. Est-ce qu'on inclut DEME dans nos portefeuilles? Mais oui, nous avions recommandé DEME en septembre, aux environs de 100 €, un petit peu plus en réalité, après un premier semestre pas terrible, qui malheureusement a continué à impacter négativement le cours, qui est tombé fin octobre à 84 €. Heureusement, on avait quand même raison pour le moyen terme, puisque ce cours s'est bien repris. Il a flambé à 140 € environ après l'annonce des résultats. Donc, oui, DEME se porte bien. Le rapport cours-bénéfice est de l'ordre de 17. On l'attend aussi à 17 pour cette année-ci, comme pour l'an dernier. Donc, la hausse du cours étant suivie, ce sont les prévisions, par une forte hausse du bénéfice. Donc, ça n'est pas encore monstrueusement cher en fin de compte. Les analystes qui suivent l'action sont d'ailleurs à l'achat. Pour nous, c'est pas l'achat empressé, mais c'est digne d'achat dans un portefeuille en tout cas. Voilà qui est noté. Intéressons-nous à présent à D'Ieteren. Eux aussi ont publié des résultats relativement bons pour 2023. Oui, et même fort bons. D'Ieteren, pour rappel, était parmi nos favoris. Les 10 actions favorites présentées en décembre dernier, favorites pour 2024 donc bien sûr. Le cours était de l'ordre de 160 € à l'époque. Et notre argument était que les excellents résultats attendus pour 2023 ne se trouvent pas encore dans les cours, pas du tout même. Le cours était plutôt en repli. Après une envolée en 2022, il faut quand même le rappeler. Et nous ajoutions, ceci ouvre la voie à une solide hausse de cours l'an prochain. Bon, l'an prochain, on y est. La hausse de cours a bien débuté. C'est déjà pas mal du tout quand même. C'est plus 20% par rapport à notre recommandation. Et c'est vrai que les résultats sont très remarquables avec un chiffre d'affaires en bon, je ne peux pas dire hausse, bon de 43%, c'est énorme, on approche des 12 milliards, ceci est dû en partie à des acquisitions d'entreprises importantes. Quant aux bénéfices bruts que D'Ieteren,
qualifie de résultat consolidé ajusté avant impôt. Les analystes n'ont pas encore eu l'occasion de refaire les calculs. Bon, ce bénéfice brut, donc, appelons-le comme ça, est en hausse de 28%. C'est quand même pas vilain. Il frôle le milliard. Alors, on connaît D'Ieteren, bien entendu, pour l'importation des voitures Volkswagen, mais D'Ieteren, c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, Carglass. Mais oui, tout à fait. La distribution automobile, c'est une petite moitié du chiffre d'affaires, un gros 5 milliards, et le résultat, le bénéfice brut toujours, comme l'annonce l'entreprise dans un premier temps, c'est 210 millions. Belron, la filiale Belron, c'est-à-dire Carglass, qui répare et qui remplace, comme chacun sait, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires. On a J'allais tous dire la chanson en seulement. tête maintenant. Merci, Guy. On l'a en tête, on l'a toujours en tête, à force de l'entendre, n'est-ce pas? Y compris sur Canal Z. 3 milliards, donc beaucoup moins, mais bénéfice 511 millions. Donc c'est une grosse moitié au niveau du chiffre d'affaires, grosse moitié de la distribution automobile au niveau du chiffre d'affaires, mais largement plus du double au niveau bénéfice. Alors en fait, Carglass, c'est la poule aux œufs d'or du groupe, c'est évident, tout le monde le sait depuis longtemps, et on s'enquiert beaucoup des résultats de Carglass, plus encore que ceux de la distribution automobile. Je dois quand même ajouter que, outre les agendas de Moleskine, société italienne, une surprise, une diversification, je dirais, très surprenante et qui n'a pas convaincu, et à juste titre car elle était très décevante l'an dernier. Donc D'Ieteren s'est diversifié aussi dans les pièces détachées. Pour véhicules utilitaires, c'est la filiale française PHE, et pièces détachées aussi pour les équipements en général, avec 40% d'une autre entreprise très importante qui est TVH. Personne ne connaît encore très bien ces entreprises. Enfin, elles commencent à peser pas mal dans l'ensemble du groupe. Est-ce qu'avec ça, on intègre également D'Ieteren à nos portefeuilles? Mais je dirais que la situation est un petit peu la même que pour Démé. On observe que les analystes sont à l'achat avec un objectif de cours. Les analystes donc extérieurs, on ne parle pas de la cellule Trends-Bourse, sont à l'achat avec un objectif de cours encore supérieur de 15% environ au cours actuel. Nous ne sommes pas non plus screaming buy, il ne faut pas se ruer là-dessus à tout prix. On l'avait annoncé en décembre. Bon, mais enfin, c'est toujours digne d'achat selon nous. Ça fait partie des valeurs dignes d'achat par Trends-Bourse, absolument. Alors je sais, Guy, que je vais vous embêter avec cette question, mais quand même, on ne peut pas faire ce podcast sans évoquer cette fabuleuse histoire du Bitcoin qui vient cette semaine de passer les 71 000 dollars. Et c'est quand même incroyable. Mais oui, absolument. Non, la question ne m'embête absolument pas. C'est plutôt le Bitcoin qui m'embête d'ailleurs, éventuellement. Mais bon, on en a parlé l'an dernier déjà. Bon, les crypto-monnaies ou crypto-devises ou crypto-actifs, en fait, plutôt, c'est une chose qui marche parfois, qui s'effondre à un autre moment. Pour l'instant, ça marche du tonnerre, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Le problème est que le problème n'est pas que ces monnaies ne sont pas régulées, car on l'a déjà dit, on le répète encore, je le répète, c'est le but. Le but, c'est de n'être pas régulé et d'échapper à l'emprise des banques centrales, diraient les personnes favorables à ces crypto-actifs. Non, le problème, c'est que personne ne comprend bien comment ça fonctionne. Donc c'est un peu une roulette russe, pourrait-on dire. Comme disait Warren Buffett, si je ne comprends pas, je n'achète pas. Mais c'était notre position chez Trends-Bourse. Si des gens gagnent de l'argent, ils veulent prendre le risque. Des gens non cardiaques, diriez-vous peut-être. Oui. Libre à eux, pas de souci. On ne recommande pas, voilà, je m'en tiendrai là. Mais bravo pour ceux qui ont acheté il y a quelques semaines. Bon, ben alors du coup, c'est pas sur le Bitcoin qu'on tirera l'enseignement de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour devenir de vrais investisseurs avertis cette semaine? Mais je dirais, bon, peut-être deux choses pour revenir à la première petite séquence là. Ne jamais oublier que si ce qui détermine le cours d'une action individuelle, c'est le bénéfice réalisé par l'entreprise et l'évolution du bénéfice. D'un autre côté, on ne perdra jamais de vue non plus que même si une bourse peut être jugée à son prix, voire peut-être un peu surévaluée, ce que certains estiment aujourd'hui, les marchés boursiers anticipent déjà les prochaines baisses de taux, donc ils sont un peu à l'avance, donc ça veut dire objectivement peut-être un petit peu trop cher. Ça n'empêche pas qu'il y a un tas de valeurs, et pas seulement des valeurs qui ont fortement chuté récemment, bien au contraire, y compris des valeurs qui ont bien monté, qui sont toujours dignes d'achat, tout simplement parce que la marche des affaires est extrêmement bonne et qu'on attend une très belle hausse du bénéfice. Si le bénéfice grimpe, le cours peut grimper sans que l'action soit plus chère pour autant.
Eh bien, nous voilà investisseurs un peu plus avisés. Merci beaucoup, Guy Legrand. Avec plaisir. Merci aussi à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à réagir aussi. On serait ravis d'intégrer vos commentaires au prochain numéro de ce podcast. Belle semaine à tous. À très bientôt. Au revoir. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Keytrade Bank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle. Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast Trends Bourse de cette semaine. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la révision annuelle de la composition du BEL 20. Deux actions vont prochainement disparaître du BEL 20, ce sont Aperam et Proximus, et deux actions vont faire leur entrée, Lotus Bakris et Euronav. Alors à ce propos, nous observons un phénomène international, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. C'est que les actions qui sortent d'un indice boursier performent dans l'année qui suit en général mieux que celles qui entrent dans ce même indice. Il y a des exemples que l'on retrouve souvent dans la littérature au niveau international. Par exemple, c'est la révision du Dow Jones lorsque ExxonMobil en est sorti et qu'une entreprise technologique Salesforce est entrée. On a constaté que les années qui ont suivi, ExxonMobil a très bien presté alors que Salesforce a fait de mauvaises performances, a clairement sous-performé. C'est donc un phénomène que l'on peut observer au niveau international. Les actions qui disparaissent d'un indice ont tendance à faire de bonnes performances dans l'année qui suit. Cela nous amène à notre BEL 20. Si on retourne un an en arrière, en mars 2023, lors de cette révision de l'indice BEL 20, deux actions sont sorties, Colruyt et VGP, et les deux entreprises qui ont pris leur place dans l'indice sont Barco et Melexis. Nous sommes aujourd'hui un an plus tard et c'est intéressant d'analyser l'évolution du cours de ces titres durant l'année écoulée. C'est assez surprenant et vous allez voir que cela correspond tout à fait à ce que nous constatons au niveau international. En effet, si nous regardons le total return de Barco un an plus tard, le total return tient compte de l'évolution du cours et du rendement des dividendes. Barco est à moins 39%, Melexis est à moins 18,5%. Et ce qui est encore plus spectaculaire, c'est la performance des deux actions qui sont sorties du BEL 20. Un an plus tard, Colruyt fait plus 70% et VGP plus 33%. Donc, on peut dire que, théoriquement, l'investisseur qui a shorté Barco et Melexis en mars 2023 et qui a acheté Colruyt et VGP a engrangé une extraordinaire plus-value. Cela nous amène à la situation d'aujourd'hui. Nous savons donc maintenant que Aperam et Proximus vont sortir prochainement du BEL 20. Alors, évidemment, cela ne donne aucune garantie pour le futur, mais sur base de ce phénomène, nous pensons que cela vaut la peine pour les investisseurs de suivre l'évolution du cours de ces deux titres. Pour ce qui est des titres entrants, donc je l'ai dit, Lotus Bakris et Euronav, le cas de Lotus Bakris est peut-être un peu particulier parce que si on regarde le graphique à long terme de sa valorisation, son cours suit depuis des années une courbe ascendante. C'est une entreprise de grande qualité et ce n'est donc pas notre intention de donner un avis négatif sur cette valeur. Mais d'un point de vue relatif donc, nous pensons que les chances sont grandes que les valeurs qui sortent de l'indice Aperam et Proximus performeront mieux que celles qui y entrent. Il se pourrait, dès lors que Lotus Bakris continue d'augmenter, mais que, par exemple, Aperam ou Proximus montent encore plus que Lotus Bakris. D'ailleurs, nous pensons qu'Aperam, dans une perspective de long terme, est pour l'instant une action intéressante. C'est une société qui fait partie du secteur des matières premières. Elle est active dans le secteur sidérurgique. Or, les matières premières ont, ces derniers temps, moins bien performé. La valorisation du cours de cette action est attractive. Et puis d'autre part, nous observons aussi les premiers signes d'une reprise économique internationale. Donc, tout cela pourrait être un catalyseur pour l'évolution du cours de cette action. Revenons sur le message à retenir de ce podcast. En général, les actions qui sortent d'un indice font par la suite de meilleures performances d'un point de vue relatif que celles des nouveaux entrants. Si on traduit cela au niveau du BEL 20, il est donc possible que Aperam et Proximus, qui vont sortir de notre indice national, que ces actions pourraient dans les semaines, les mois ou les années qui viennent avoir un meilleur rendement que celles qui vont entrer, à savoir Lotus Bakris et Euronav. Ce sera bien sûr intéressant de revenir sur ce sujet dans un an pour voir ce qu'il en est réellement. Mais si on retourne un an en arrière et que l'on fait cet exercice avec Barco, Melexis, Colruyt et VGP, comme je l'ai expliqué, on constate
des différences importantes de performance entre les actions qui sont entrées et celles qui sont sorties du BEL 20 en 2023. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.